La crise politique et humanitaire s'aggrave depuis plusieurs semaines à Haïti. Néanmoins, lundi dernier, on apprenait qu'un accord a été trouvé pour former un conseil de transition présidentielle qui va durer 22 mois, devant mener à des élections démocratiques, libres et crédibles, espère-t-on, en février 2026. James Langlois, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour Haïti? La tentation du défaitisme est assez grande envers ce pays qui est, après tout aussi, le premier pays indépendant d'Amérique latine. Oui, le plus pauvre dans le monde, là, selon le Fonds monétaire international, en partie à cause de ce Fonds monétaire. Par ailleurs, c'est une autre chose. Mais oui, effectivement, il y a une tentation de défaitisme, mais je dirais pas tant pour les Haïtiens eux-mêmes que pour les observateurs externes, parce que on le sait, Haïti, c'est presque le peuple damné de la planète. C'est coup d'État, instabilité politique, tremblement de terre. Nous, on reçoit tout ça à travers les médias, puis on a toujours l'impression que le peuple, les Haïtiens, s'en sortiront jamais. Mais je pense qu'en fait, pour eux, sont peut-être moins... nous, on tombe dans cette espèce de cynisme, mais Denis Laferrière disait que les Haïtiens sont tellement habitués à chercher la vie dans des conditions difficiles qu'ils porteront l'espérance jusqu'en enfer. Donc, moi, je pense que oui, il y a de l'espoir. Les observateurs, en ce moment, pensent qu'il y en a, mais définitivement, là, on doit entrevoir la possibilité d'un changement dans les manières de faire, des manières de faire qui sont ancrées, je dirais, dans une forme de néocolonialisme depuis l'indépendance d'Haïti, puis qui ont mené à la situation actuelle. Qu'est-ce que tu veux dire par néocolonialisme? Mais en fait, comme tu le disais, Haïti a son indépendance depuis 1804, mais il y a eu depuis toujours après son indépendance, des formes d'intervention extérieure. Mais tout de suite après l'indépendance, il y a eu une occupation américaine pendant les deux guerres mondiales qui a duré presque 15 ans. Et ensuite de ça, toutes les troupes étrangères qui sont arrivées dans le pays et qui ont mené à la formation d'une espèce d'élite socio-économique dans le pays qui est étrangère au peuple haïtien, mais qui possède en grande partie les ports et qui ont même été impliqués dans toutes sortes de scandales de corruption à travers les décennies. Et cette élite-là, en fait, possède les moyens financiers. Et c'est elle qui va provoquer, entre autres, je pense, la colère des bandits qu'on voit aujourd'hui. La guerre civile à laquelle on assiste aujourd'hui est un peu la conséquence de tout ce néocolonialisme-là qui dure depuis des décennies. Parce que, bon, c'est des bandits, c'est sûr qu'ils ne sont pas purs, là, ils recherchent eux aussi le pouvoir, mais c'est presque devenu une guerre de classe parce que ces bandits-là incarnent un peu toute la grogne de la population qui dure depuis des décennies devant une élite politique, une élite économique qui ne sert pas finalement le bien commun d'Haïti et qui va toujours détourner, je dirais, le pouvoir financier pour un bien propre. Juste pour être sûr que je te comprends bien, donc tu dénonces l'interventionnisme extérieur à Haïti que tu appelles néocolonialisme. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il faudrait les laisser à eux-mêmes alors qu'on a l'impression qu'Haïti aurait besoin de davantage d'aide internationale en ce moment? Oui, c'est sûr que je pense qu'il y a un équilibre à trouver, là. Donc, cet équilibre-là doit vraiment se situer entre, justement, laisser Haïti avoir recours à ses propres instances pour ce qu'il en reste, là. Mais donc, les situations d'avenir doivent impliquer davantage les organismes haïtiens, doivent davantage prendre en considération les réalités du peuple, les désirs du peuple. Et après ça, évidemment, il doit avoir une intervention extérieure, comme là, l'ONU propose une mission là, en octobre prochain pour essayer de rétablir la sécurité politique. Mais encore là, on sait que l'ONU, dans le passé, est déjà arrivé a emmené la choléra dans le pays en ayant déversé là, ses rebuts sanitaires dans les eaux. Ce qui a amené le choléra depuis ce temps-là, des milliers d'Haïtiens qui sont morts. Donc, il faut toujours trouver un équilibre. Faut que les instances internationales trouvent une manière de faire qui vraiment prend en considération les besoins propres d'Haïtiens puis d'essayer de les impliquer alors que ça n'a pas toujours été le cas, même que dans le passé, c'est ce qui a mené notamment à la démission d'Ariel Henry, là, c'est-à-dire qui a été propulsé par différentes pressions extérieures, mais Ariel Henry n'avait pas nécessairement une légitimité politique parce qu'il était choisi, entre autres, parce que le gouvernement américain pensait que c'était la bonne personne, mais alors que le peuple haïtien ne considérait pas du tout cette opinion-là.
Est-ce que vraiment on peut avoir confiance là, que ce nouveau conseil de transition présidentielle va réussir à renverser la tendance, à ramener un peu d'ordre dans le pays? On dit qu'il va régner, entre guillemets, pendant 22 mois. C'est long pour Haïti et pour n'importe quel régime politique, Mais 22 il peut se mois. passer bien des affaires. Bien des en 2 choses. ans, ouais. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir la corruption qui s'installe parce que les gens de ce conseil-là doivent d'une manière faire partie de l'élite politique corrompue dont tu parlais tout à l'heure. Oui, ben, en ce moment, ce qui est assez nouveau, dit-on, c'est que justement, il y a une partie de ce conseil présidentiel qui est formée par des membres même des organismes d'Haïti. Et puis, évidemment, ben là, tu parles de coup d'État, mais en ce moment, il n'y a plus vraiment d'État. Fait que je ne sais pas, il ne peut pas avoir un gouvernement qui est renversé. Là, le gouvernement est vacant depuis le mois de janvier. Il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus rien. Donc, je trouve que c'est un peu cette situation politique de vide, en fait, qui permet de penser qu'il peut y avoir un renouveau. Parce que justement, il n'y a tellement plus rien que ça va inviter les gens à reconstruire puis à peut-être repenser à des manières de faire. Cela dit, oui, c'est une crainte qui est partagée par certains observateurs que ce soit un nouveau bidule là, qui est inventé par la communauté internationale pour régler des problèmes en contournant les organisations haïtiennes. Mais on espère effectivement que ce conseil, d'abord, va s'attaquer à la sécurité, là, qui est très urgente parce que plus on va attendre, puis plus les groupes criminels vont prendre de l'espace et tout ravager. Mais donc, on parlait de la mission de l'ONU. On pense que cette mission-là va pouvoir déjà aider. Ensuite de ça, il doit y avoir des réformes constitutionnelles, notamment sur est-ce que le Sénat est vraiment nécessaire? On sait que la corruption était beaucoup engendrée par le Sénat. Donc, puis finalement, avoir des élections. On espère que les élections prochaines, parce qu'il n'y en a pas eu depuis 2016, hein, que ce conseil va pouvoir choisir un ministre qui va déclarer des élections qui vont vraiment être dans un processus démocratique et non pas influencés par des pays comme les États-Unis ou autres. Et on espère aussi qu'il y ait une réforme de la police qui puisse se faire. Le Canada, la diaspora haïtienne pense vraiment que le Canada, notamment, peut aider dans cette réforme-là. Donc, plusieurs raisons d'espérer malgré tout. On l'espère. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien.